La langue hébraïque a-t-elle des racines dans des langues africaines anciennes? Imaginez découvrir que tout ce que vous avez appris sur les origines de l'hébreu pourrait être incomplet. En 1947, lorsque les manuscrits de la mer Morte furent découverts dans les grottes de Qumran, les chercheurs ne s'attendaient pas à se trouver face à des preuves linguistiques remettant en question des siècles de théories établies sur les origines de la langue sacrée. Les fragments anciens révélèrent quelque chose de troublant, des mots hébreux avec des structures grammaticales qui ne suivaient pas les schémas attendus des langues sémitiques traditionnelles. Des structures qui, étonnamment, rappelaient des langues parlées à l'intérieur de l'Afrique il y a des milliers d'années. La communauté académique fut sous le choc. Comment cela était-il possible? Pendant des décennies, on avait enseigné que l'hébreu appartenait exclusivement à la famille linguistique sémitique, originaire du Moyen-Orient. Mais les découvertes archéologiques des 50 dernières années dressent un tableau complètement différent. Des inscriptions trouvées au Soudan, en Éthiopie et même dans l'ancien royaume de Couche montrent des similitudes structurelles frappantes avec l'hébreu archaïque. Pourquoi ces similitudes existent-elles? Comment des langues séparées par des milliers de kilomètres ont-elles développé des schémas si similaires? La réponse pourrait révolutionner notre compréhension de l'histoire ancienne. La première piste est venue d'une source inattendue. Le linguiste éthiopien Dr Girma Demek, de l'université d'Addis-Abeba, a passé 20 ans à comparer des textes hébreux anciens avec des langues couchitiques de la Corne de l'Afrique. Ces découvertes furent révolutionnaires. Plus de 300 mots hébreux partagent des racines étymologiques directes avec des langues africaines ancestrales. Il ne s'agit pas d'emprunts linguistiques occasionnels. Il s'agit de structures fondamentales de la langue. Le système de conjugaison verbale hébreu, considéré comme unique parmi les langues sémitiques, présente des parallèles surprenants avec des schémas trouvés dans le GEZ éthiopien et dans des langues nubiennes anciennes. La façon dont l'hébreu forme des mots composés, organise la syntaxe et exprime même des concepts abstraits rappellent des méthodes linguistiques africaines. La résistance du milieu académique traditionnel fut féroce. Les chercheurs qui osaient suggérer des connexions africaines furent ridiculisés, privés de financement et marginalisés lors de conférences internationales. L'idée même que la langue sacrée puisse avoir des influences africaines était perçue comme une hérésie académique. L'indignation envahit la communauté scientifique lorsque ces théories commencèrent à gagner du terrain. Mais les preuves continuaient d'affluer. Des fouilles dans la vallée du Nil révélèrent des tablettes avec une écriture proto-hébraïque antérieure au texte biblique de plusieurs siècles. Des inscriptions dans le temple de Soleb, au Soudan, mentionnaient des tribus dont les noms apparaissent plus tard dans la Bible hébraïque. Le schéma devenait impossible à ignorer. Si ces connexions sont réelles, pourquoi ont-elles été supprimées si longtemps? Quels intérêts étaient en jeu? La réponse implique politique, religion et préjugés académiques profondément enracinés. La découverte la plus choquante eut lieu en 1998, lorsque des archéologues trouvèrent une bibliothèque entière enfouie dans les sables du désert nubien. Parmi les manuscrits se trouvait un texte bilingue, hébreu archaïque aux côtés d'une langue africaine inconnue. Pour la première fois dans l'histoire, nous avions la preuve directe que des scribes anciens utilisaient simultanément les deux langues. Le texte était un traité commercial, mais ses implications étaient monumentales. Il montrait que des locuteurs de l'hébreu et de langues africaines non seulement coexistaient, mais collaboraient étroitement. Plus troublant encore, la version en langue africaine contenait des détails absents de la version hébraïque, suggérant que la langue africaine pourrait être l'original. L'analyse au carbone révéla que les manuscrits africains étaient plus anciens de 300 ans que tout texte hébreu connu. Cela signifiait que des concepts, structures et même des récits que nous pensions exclusivement hébraïques existaient déjà en Afrique bien avant leur apparition dans les registres bibliques. Le monde académique n'en serait jamais plus le même. La communauté religieuse fut en ébullition. Les groupes orthodoxes dénoncèrent les découvertes comme des attaques contre la pureté de la tradition hébraïque. D'autres soutinrent que ce lien africain, loin de diminuer l'hébreu, enrichissait au contraire son héritage culturel, montrant les racines profondément humaines de la langue sacrée. Mais si l'hébreu a réellement des origines africaines, comment cela changerait-il notre compréhension de l'histoire biblique? Quelles autres vérités établies pourraient être fausses? Les implications allaient bien au-delà de la linguistique. Les linguistes commencèrent à réexaminer les textes bibliques sous ce nouveau prisme. Des mots hébreux restés mystérieux pendant des siècles prirent soudain sens lorsqu'ils furent interprétés à travers les lentilles linguistiques africaines. Des noms de lieux, concepts religieux et même structures poétiques révélèrent des significations cachées. Le terme hébreu couche, traditionnellement traduit simplement par Éthiopie, désignait en réalité un vaste réseau de royaumes africains avec lesquels les anciens hébreux entretenaient des liens linguistiques et culturels profonds. La fameuse reine de Saba, qui visita Salomon, n'était pas une figure exotique lointaine, mais la représentante d'une culture partageant des racines linguistiques avec l'hébreu lui-même. Si ces connexions sont si évidentes aujourd'hui, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour les reconnaître?
Quelles forces ont maintenu ce savoir enfoui? La réponse révèle une conspiration du silence qui a duré des siècles. Si vous suivez ce voyage fascinant à travers les origines cachées de la langue hébraïque, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres révélations qui pourraient complètement changer votre perspective sur l'histoire ancienne. La conspiration du silence a commencé au VIe siècle, lorsque les Européens ont colonisé de vastes régions d'Afrique. Admettre qu'une des langues les plus sacrées du monde avait des racines africaines contredirait les récits de suprématie culturelle qui justifiaient la domination coloniale. Ainsi, des preuves furent délibérément ignorées, enfouies dans les archives universitaires et exclues des programmes académiques. Le professeur Henry Zimmermann, de l'Université de Berlin, fut le premier à documenter systématiquement les similitudes entre l'hébreu et les langues nubiennes en 1884. Ces manuscrits disparurent mystérieusement des archives de l'université après sa mort. Des décennies plus tard, des chercheurs découvrirent que ces travaux avaient été transférés dans une section restreinte, accessible uniquement avec l'autorisation spéciale du recteur. Pourquoi une telle résistance? La réponse réside dans les implications théologiques et historiques. Si l'hébreu a de profondes racines africaines, cela suggère que les anciens Israélites entretenaient des contacts bien plus intenses avec les civilisations africaines qu'on ne l'avait traditionnellement cru. Cela remettrait en cause des interprétations bibliques établies depuis des siècles. La docteure Sarah Chen, linguiste à l'université de Cambridge, découvrit en 2003 quelque chose d'extraordinaire dans les archives du Vatican. Des lettres du XVI siècle entre missionnaires jésuites mentionnaient des langues éthiopiennes qui sonnent comme l'hébreu ancien. Les missionnaires avaient remarqué que des communautés chrétiennes d'Éthiopie préservaient des traditions linguistiques qui faisaient écho aux textes bibliques d'une manière que le latin et le grec ne pouvaient pas reproduire. Ce qui impressionnait le plus les missionnaires, c'était la façon dont les Éthiopiens traduisaient les concepts hébraïques. Des mots qui restaient obscurs dans les traductions européennes prenaient un sens total lorsqu'ils étaient rendus dans les langues locales. C'était comme si ces communautés africaines conservaient des mémoires linguistiques perdues pour le reste du monde. Les lettres révélaient un autre fait troublant. Les missionnaires avaient reçu l'ordre du Vatican de ne pas documenter ces similitudes publiquement. L'Église craignait que de telles révélations n'affaiblissent l'autorité des traductions latines et ne remettent en question l'interprétation européenne des Écritures. La tristesse des missionnaires transparaissait dans leurs lettres. Ils savaient qu'ils étaient témoins de quelque chose d'historiquement significatif, mais ils furent réduits au silence. Au cours du XX siècle, des archéologues commencèrent à trouver des preuves physiques de ces connexions. En 1956, des fouilles dans l'ancien port d'Aduli, dans l'actuelle Érythrée, révélèrent des inscriptions commerciales en 3 langues, grec, arabe et une forme archaïque d'hébreu. Mais cette version hébraïque contenait des éléments grammaticaux inconnus, éléments qui prenaient tout leur sens lorsqu'on les comparait avec les langues couchitiques locales. Pourquoi les scribes anciens mélangeaient-ils les éléments linguistiques de manière si naturelle? La réponse suggère que ce mélange n'était pas l'exception, mais la règle dans les communautés commerciales de la mer Rouge. L'hébreu et les langues africaines coexistaient dans un continuum linguistique qui facilitait le commerce et la diplomatie. La découverte la plus révélatrice vint d'Égypte. Des papyrus trouvés à Éléphantine, datés du siècle avenu. Jésus-Christ contenait la correspondance d'une communauté juive ayant vécu isolée pendant des siècles. Leurs lettres montraient un hébreu contaminé par des influences nubiennes et égyptiennes. Mais des analyses ultérieures révélèrent que ces contaminations préservaient en réalité des formes hébraïques plus anciennes, perdues dans d'autres régions. La communauté d'Éléphantine ne corrompait pas l'hébreu, elle en préservait la forme originale, une forme qui maintenait des liens vivants avec les langues africaines voisines. Cela signifiait que l'hébreu, pur enseigné dans les synagogues modernes, pouvait être une version artificiellement isolée de sa matrice linguistique originelle. En 1987, la découverte d'un ostracon sur le site archéologique d'Arad changea tout. Le fragment de céramique contenait une liste de noms en hébreu, mais écrit avec un système de notation suivant les schémas africains d'enregistrement vocal. C'était la preuve directe que les scribes hébreux connaissaient et utilisaient des méthodes d'écriture développées en Afrique. L'analyse de l'ostracon révéla quelque chose d'encore plus surprenant. Les noms listés n'étaient pas seulement israélites. Ils incluaient des noms clairement nubiens et couchites, transcrits en hébreu mais conservant leurs caractéristiques phonétiques originales. Cela suggérait une société multiculturelle où différentes traditions linguistiques se fondaient naturellement. Mais la découverte qui ébranla réellement l'establishment académique eut lieu en 1994. Des archéologues trouvèrent dans les décombres d'une ancienne synagogue du sud de l'Égypte un rouleau de parchemin contenant des psaumes bibliques. Rien d'exceptionnel, jusqu'à ce que des linguistes réalisent que le texte était accompagné de notes marginales dans une langue africaine inconnue. Les notes n'étaient pas des traductions. C'étaient des explications étymologiques, montrant comment les mots hébraïques dérivaient de racines africaines plus anciennes.
C'était comme si des scribes anciens gardaient un registre secret des véritables origines de leur langue sacrée. L'émotion des chercheurs était palpable. Ils avaient enfin une preuve directe de ce qu'ils soupçonnaient depuis des décennies. Le parchemin révéla qu'au moins certains savants anciens connaissaient la connexion africaine de l'hébreu. Mais ce savoir fut apparemment supprimé au fil des siècles, peut-être parce qu'il menaçait les récits de pureté linguistique et culturelle devenus politiquement commodes. Aujourd'hui, grâce aux techniques modernes d'analyse linguistique computationnelle, des schémas auparavant invisibles émergent. Des algorithmes identifient des similitudes structurelles entre l'hébreu et les langues africaines qui vont bien au-delà de la coïncidence. Ces découvertes obligent à poser une question dérangeante. Combien d'autres vérités historiques ont été façonnées davantage par la convenance politique que par les preuves scientifiques? Le moment décisif est arrivé en 2019, lorsqu'une découverte archéologique dans la vallée du Rift éthiopienne allait changer à jamais le débat sur les origines de l'hébreu. Une équipe internationale dirigée par l'archéologue Dr Amara Osman a trouvé quelque chose que personne n'attendait. Une bibliothèque entière préservée dans des grottes volcaniques, contenant des milliers de tablettes en écriture cunéiforme adaptées aux langues africaines. Les tablettes dataient de 1200 avenues. Jésus-Christ, précédant les plus anciens textes hébraïques connus d'au moins 300 ans. Mais le plus choquant n'était pas leur âge, c'était leur contenu. Parmi les manuscrits se trouvait un texte que les chercheurs n'arrivaient pas à identifier. Il semblait familier, mais était rédigé dans une langue inconnue. Le docteur Tekle Tago, spécialiste des langues couchitiques anciennes, fut le premier à reconnaître le schéma. Travaillant jour et nuit pendant 3 semaines, il réussit à déchiffrer partiellement le texte. Ce qu'il découvrit laissa toute l'équipe sous le choc. C'était une version primitive du livre de la Genèse, mais écrite dans une langue africaine ancestrale. La révélation était dévastatrice pour les théories établies. Si des récits bibliques fondamentaux existaient en langues africaines avant d'apparaître en hébreu, cela suggérait que la tradition hébraïque elle-même pouvait avoir des origines africaines. Il ne s'agissait pas seulement d'emprunts linguistiques, c'était la source originelle. Le texte africain contenait des détails absents des versions hébraïques ultérieures. Des descriptions géographiques qui ne faisaient sens que dans un contexte africain, des références à des animaux et plantes du continent, des systèmes d'organisation sociale typiquement africains. C'était comme si la version hébraïque avait été une adaptation postérieure d'un original africain. Mais la découverte la plus révolutionnaire restait à venir. Parmi les tablettes, il y avait un glossaire bilingue, la pierre de Rosette des langues anciennes. D'un côté, des mots dans la langue africaine ancestrale, de l'autre, leur traduction en hébreu archaïque. Pour la première fois dans l'histoire, les chercheurs pouvaient retracer directement l'évolution de concepts sacrés depuis leurs origines africaines jusqu'à leurs formes hébraïques. Le glossaire révéla que des mots hébraïques centraux tels que Elohim, Dieu, Torah, loi et Shalom, paix, avaient des racines étymologiques claires dans la langue africaine. Ce n'étaient pas des adaptations ou des emprunts, mais des traductions directes de concepts déjà pleinement développés dans la pensée africaine ancestrale. Le docteur Rachel Goldstein, éminente spécialiste de l'hébreu biblique à Harvard, résista d'abord aux découvertes. Sa réaction de colère fut intense. Des décennies de recherche semblaient invalidées. Impossible, déclara-t-elle lors d'une conférence de presse tendue. Ces affirmations défient tout ce que nous savons sur l'évolution linguistique sémitique. Mais, confronté aux preuves physiques, sa résistance commença à s'effriter. Le glossaire ne mentait pas. Les correspondances étaient trop précises pour être dues au hasard. Des analyses indépendantes, menées par des spécialistes de 5 universités différentes confirmèrent l'authenticité des tablettes et la précision des traductions. Comment la communauté scientifique internationale allait-elle réagir? La pression était immense. Les éditeurs de revues universitaires hésitaient à publier les découvertes. Certaines universités menaçaient de couper les financements des chercheurs impliqués dans le projet. L'existence même des tablettes était remise en question par ceux qui ne les avaient jamais vues. Le retournement final eut lieu lorsque des tests de datation au carbone 14 effectués dans 3 laboratoires indépendants confirmèrent sans équivoque l'âge des manuscrits. Il n'y avait plus moyen de nier. Des textes africains contenant des éléments qui apparaîtraient plus tard dans la tradition hébraïque précédaient toute preuve hébraïque connue de plusieurs siècles. La communauté juive mondiale était divisée. Certains voyaient ces découvertes comme une attaque contre l'identité juive. D'autres les accueillaient comme la preuve de la riche héritage multiculturel de leur tradition. Des rabbins progressistes soutenaient que ces connexions africaines enrichissaient, plutôt que de diminuer, la valeur spirituelle de l'hébreu. Mais une question cruciale demeurait. Si ces preuves sont si concluantes, pourquoi ont-elles mis si longtemps à être découvertes? La réponse révéla un schéma systématique de négligence académique. Les sites archéologiques dans les régions africaines avaient été systématiquement sous-financés. Les langues africaines anciennes étaient considérées comme moins importantes pour comprendre l'histoire biblique.
Le préjugé institutionnel avait aveuglé des générations de chercheurs. On avait supposé que les civilisations africaines étaient des récipients passifs d'influences extérieures, et non des sources d'innovation culturelle et linguistique. Les découvertes éthiopiennes avaient complètement démoli cette narration. Le docteur Amara Osman, réfléchissant aux années de résistance qu'elle avait affrontées, exprima un mélange de vindication et de tristesse. Combien d'autres trésors historiques restent enfouis parce qu'ils ne s'intègrent pas dans des récits établis ? Demanda-t-elle dans une interview émouvante. L'impact des découvertes ne faisait que commencer. Des linguistes du monde entier commencèrent à réexaminer leurs hypothèses sur l'évolution des langues sémitiques. Si l'hébreu avait des racines africaines profondes, quelles autres langues pouvaient avoir des origines différentes de celles traditionnellement admises? Le monde académique faisait face à une crise de crédibilité. Des siècles d'enseignement fondés sur des prémices incomplètes allaient devoir être révisés. Les manuels scolaires réécrits. Les théories fondamentales remises en question. L'establishment intellectuel était contraint de confronter ses propres préjugés systémiques. Pendant ce temps, dans les communautés africaines où ces langues ancestrales résonnaient encore dans des dialectes locaux, un sentiment de reconnaissance tardive émergeait. Les anciens qui avaient préservé des traditions orales pendant des générations voyaient enfin leur culture reconnue comme des contributrices fondamentales à l'une des traditions linguistiques les plus influentes de l'humanité. La découverte éthiopienne avait ouvert une boîte de Pandore académique. Il n'y avait plus de retour en arrière. 3 ans après les découvertes éthiopiennes, le monde académique commença enfin à accepter la réalité à laquelle il avait résisté si longtemps. En 2022, la Société internationale d'études linguistiques publia un document officiel reconnaissant les connexions substantielles entre l'hébreu et les langues africaines ancestrales. Ce fut une victoire amère. Elle arrivait trop tard pour de nombreux chercheurs qui avaient consacré toute une carrière à défendre ces théories. Le docteur Girma Demek, le linguiste éthiopien qui, depuis des décennies, documentait les similitudes entre l'hébreu et les langues couchitiques, reçut enfin la reconnaissance méritée. À 83 ans, il fut décoré par l'UNESCO pour ses contributions pionnières. Lors de son discours d'acceptation, ses paroles résonnèrent avec des décennies de frustration. La vérité ne cesse pas d'être la vérité parce qu'elle est gênante. La transformation ne fut pas seulement académique, elle fut profondément humaine. Les communautés africaines qui avaient préservé des traditions orales pendant des millénaires se retrouvèrent soudain au centre de discussions internationales sur l'histoire ancienne. Des anciens de tribus reculées d'Éthiopie furent consultés par des professeurs d'universités prestigieuses, créant des ponts culturels qui semblaient impossibles quelques décennies auparavant. L'un de ces ponts fut construit par la docteure Esha Mahmoud, linguiste somalienne ayant grandi en écoutant sa grand-mère réciter des chants traditionnels. À l'âge adulte, elle découvrit que nombre de ces mélodies contenaient des mots qui rappelaient l'hébreu ancien. Ces recherches révélèrent que les communautés pastorales de la Corne de l'Afrique avaient préservé, à travers la tradition orale, des éléments linguistiques que les universitaires cherchaient dans les manuscrits depuis des siècles. Ma grand-mère était une bibliothèque vivante, confia la docteure Mahmoud. Elle portait en elle des savoirs que des universités entières tentaient de reconstituer à partir de fragments archéologiques. Sa découverte la plus significative fut une chanson pastorale contenant une version du psaume 23 antérieure à tout manuscrit hébraïque connu. Mais les implications de ces découvertes allaient bien au-delà de la linguistique. Si l'hébreu avait réellement des racines africaines profondes, cela recontextualisait complètement les récits bibliques. La terre promise n'était pas une destination isolée. Elle faisait partie d'un continuum culturel englobant de vastes régions d'Afrique. L'Exode, traditionnellement vu comme une fuite de l'Égypte vers des terres lointaines, prenait une nouvelle dimension. Peut-être ne s'agissait-il pas d'un voyage entre des cultures totalement différentes, mais d'un déplacement à l'intérieur d'un monde déjà relié par des langues et des traditions partagées. Les Israélites n'entraient pas sur un territoire complètement étranger. Ils retournaient dans des régions où leur tradition linguistique avait de profondes racines. Cette réinterprétation apporta une joie inattendue à de nombreuses communautés. Les Juifs éthiopiens, historiquement marginalisés en Israël, se retrouvèrent soudain valorisés comme gardiens de traditions linguistiques originelles. Leurs pratiques, autrefois considérées comme déviantes, furent reconnues comme des préservations authentiques d'éléments hébraïques ancestraux. L'impact éducatif fut révolutionnaire. Les universités commencèrent à reformuler les programmes d'études bibliques en y incluant des perspectives africaines qui avaient été systématiquement exclues. Les séminaires théologiques engagèrent des spécialistes des langues africaines anciennes. Pour la première fois, les étudiants purent apprendre les origines de l'hébreu à travers des perspectives véritablement multiculturelles. Le docteur James Patterson, professeur à Harvard qui avait initialement résisté aux découvertes, devint l'un des plus ardents défenseurs de la révision des programmes. Reconnaître nos erreurs est la première étape pour les corriger, admit-il publiquement. Pendant des décennies,
Nous avons enseigné une version incomplète de l'histoire parce que nous ne pouvions pas imaginer que l'Afrique puisse être source, et non seulement réceptacle, de traditions sacrées. La technologie moderne accéléra ces découvertes. Des algorithmes d'intelligence artificielle commencèrent à identifier des motifs linguistiques que les chercheurs humains auraient mis des décennies à cartographier. Un projet collaboratif entre universités africaines et européennes créa la plus grande base de données de langues anciennes jamais construite, révélant des connexions auparavant invisibles. Une découverte particulièrement émouvante survint lorsque les algorithmes identifièrent que certaines prières juives traditionnelles conservaient des structures métriques identiques à de vieilles berceuses nubiennes. Des mères qui berçaient leurs enfants dans l'ancien Soudan utilisaient les mêmes schémas rythmiques que ceux qui apparaîtraient plus tard dans les synagogues du monde entier. Mais peut-être la transformation la plus profonde fut-elle personnelle. La rabbin Sarah Klein, de New York, découvrit que sa famille avait une lointaine ascendance éthiopienne. Portée par les nouvelles découvertes, elle voyagea en Éthiopie pour apprendre les langues locales. « Je pensais que j'allais étudier d'autres cultures, » déclara-t-elle. « J'ai découvert que je rentrais à la maison. » Son expérience ne fut pas unique. Des milliers de personnes d'origine juive commencèrent à explorer des liens africains jusque-là inconnus. Des tests génétiques révélèrent que de nombreuses familles juives possédaient des marqueurs africains plus anciens qu'elles ne l'auraient imaginé. Un peuple qui se considérait principalement du Moyen-Orient découvrit des racines profondément ancrées sur le continent africain. Ces révélations forcèrent une réflexion honnête sur les préjugés intériorisés. Pourquoi la possibilité de racines africaines avait-elle causé autant de malaise au départ? La réponse révéla des couches de racisme inconscient qui imprégnaient même les communautés se considérant comme progressistes. Le processus de guérison fut douloureux mais nécessaire. Les institutions académiques mirent en place des programmes de réparation, finançant des recherches dans des universités africaines négligées pendant des décennies. Les musées réorganisèrent leurs expositions en incluant des artefacts africains dans les sections sur l'histoire biblique. Les éditeurs révisèrent les manuels scolaires, corrigeant des récits qui avaient déformé la vérité pendant des générations. La leçon la plus puissante émergea progressivement. La vérité historique n'appartient à aucune culture spécifique, elle appartient à l'humanité. Tenter d'isoler des traditions linguistiques ou culturelles appauvrit notre compréhension collective. Les découvertes sur les origines africaines de l'hébreu n'ont diminué aucune tradition, elles les ont toutes enrichies. Aujourd'hui, de jeunes étudiants apprennent les langues anciennes à travers des perspectives que leurs professeurs n'auraient jamais imaginées possibles. Ils voient des connexions là où les générations précédentes percevaient des divisions. Pour eux, l'idée que l'hébreu ait des racines africaines n'est pas controversée. C'est simplement une démonstration supplémentaire de l'interconnexion fondamentale de l'expérience humaine. La question qui avait lancé notre voyage. La langue hébraïque a-t-elle des racines dans les langues africaines anciennes? A trouvé sa réponse. Oui, et cette réponse nous enseigne quelque chose de fondamental sur nous-mêmes. Notre histoire est plus riche, plus connectée et plus belle que nous ne l'avions jamais imaginé. Lorsque nous cessons de défendre des territoires intellectuels et que nous commençons à chercher une vérité collaborative, nous découvrons que nous faisons tous partie d'une histoire humaine unique et extraordinaire. Si vous avez suivi cette révélation transformatrice jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres découvertes qui défient ce que nous croyons savoir sur notre passé commun.